Alors, en ce début du XXIe siècle, à l'époque de la communication instantanée par Internet, on assiste en direct à une guerre d'extermination. Depuis 18 mois, on peut voir les paysages de mort, les corps enveloppés d'un drap blanc, les familles qui fuient sans savoir où aller. On voit des bébés squelettiques, des enfants bousculés qui essayent de remplir une gamelle ou un bidon d'eau. Les avions assistés par l'intelligence artificielle bombardent les hôpitaux, visent des secouristes et des journalistes. Les tanks et les bulldozers écrasent les maisons. L'armée israélienne commet sous nos yeux un meurtre de masse. Cette barbarie suffit à condamner non seulement les dirigeants israéliens, mais aussi ceux des grandes puissances et en fait toute la société capitaliste. S'il y a un peuple qui se heurte de plein fouet au talon de fer de l'impérialisme depuis des années, ce sont les Palestiniens. Et nous tenons d'abord à affirmer notre conviction que les Netanyahou et les Trump n'arriveront jamais à en finir avec les Palestiniens. Ils ont des réserves de force et de combativité incroyables. Aujourd'hui, au milieu des gravats, ils vivent et résistent. Au dernier semestre, ils étaient même plus de 10 000 étudiants des universités de Gaza à passer leurs examens grâce au téléphone portable. Nous sommes entièrement de leur côté, pour la fin du massacre, pour la fin de la colonisation et de l'oppression. Les réfugiés doivent pouvoir s'installer et vivre dignement où ils veulent. Les Palestiniens doivent pouvoir décider eux-mêmes de leur sort et disposer de tous leurs droits sans aucune restriction. Mettre un terme à toute forme d'oppression des Palestiniens, c'est la seule issue pour la population israélienne également. Elle ne pourra pas avoir de paix tant qu'elle laissera les Palestiniens se faire opprimer. Comme le disait une manifestante israélienne, ce n'est pas en bombardant des écoles et des hôpitaux qu'on aura la moindre sécurité. Aujourd'hui, Israël est en guerre contre tous ses voisins. Les tanks israéliens occupent le sud du Liban et de la Syrie, les avions bombardent jusqu'en Iran et au Yémen. Le gouvernement de Netanyahou, avec ses ministres d'extrême droite ouvertement racistes, est lancé dans une escalade militaire qui menace toute la région. Cette fuite en avant d'Israël est le résultat d'un long processus. Ceux qui l'ont fondé prétendaient créer un havre de paix pour les Juifs victimes des persécutions en Europe, mais ils ont créé un État uniquement pour les Juifs dans une région peuplée d'Arabes. La création de l'État d'Israël fut pour les Palestiniens la Nakba, la catastrophe. 950 000 furent expulsés dans le sang et la terreur. Ce fut le début d'un long exil dans des camps qui existent encore aujourd'hui, à Gaza, à Jénine, en Jordanie, au Liban. Et ceux qui n'avaient pas été expulsés et se retrouvaient de fait à l'intérieur d'Israël furent placés sous un régime d'occupation militaire, puis traités en citoyens de seconde zone. Ce fut ça la politique du mouvement sioniste, mais ce n'était pas une fatalité. Pendant longtemps, la plupart des Juifs d'Europe ne voulaient pas d'un État juif. Même parmi la communauté juive immigrée en Palestine, 40% votaient en 1944 pour une liste binationale, pour un État où Arabes et Juifs auraient eu les mêmes droits. C'est uniquement après la guerre que les partisans d'un État juif ont pu s'appuyer sur le désespoir des rescapés des camps de la mort, dont aucun État ne voulait, et dont certains étaient prêts à tout, y compris à commettre des horreurs eux-mêmes, pour avoir en quelque sorte leur État. Les fondateurs d'Israël ont construit un État d'apartheid, un État théocratique où seuls les Juifs ont tous les droits, et de fait un État en guerre permanente. L'oppression des Palestiniens ne pouvait pas manquer de faire surgir des combattants. Les dirigeants israéliens en étaient très conscients. Comme le disait en 1956 le chef d'état-major Moshe Dayan, un des organisateurs de la purification ethnique initiale, « Comment pourrions-nous blâmer la forte haine que les Palestiniens nous portent ? Depuis 8 ans, ils végètent dans un camp de réfugiés à Gaza et nous, sous leurs yeux, transformons en notre propriété les terres et les villages où eux et leurs ancêtres ont vécu. » Il concluait « Sans le casque d'acier et la gueule du canon, nous ne pourrions pas planter un arbre ni construire une maison. » La création d'Israël en 1948 a été encouragée par les États-Unis, qui s'affirmaient comme le nouvel impérialisme dominant à la place des vieilles puissances coloniales. Par la suite, Israël est devenu le bras armé de l'impérialisme. Les États-Unis ont bien d'autres alliés parmi les États arabes de la région, mais la plupart sont des dictatures, régulièrement secouées par des révoltes. Ce qui fait d'Israël le gendarme le plus fiable, c'est que toute la politique des dirigeants israéliens a poussé la population à vivre sur le pied de guerre, en rang serré, et ça leur permet de l'entraîner dans toutes les guerres de l'impérialisme. Encore aujourd'hui, même s'ils redoutent l'escalade et le chaos,
les impérialistes continuent de soutenir Netanyahou dans sa fuite en avant. Malgré leurs déclarations hypocrites, Macron et Trump continuent de livrer les munitions. Ici, ils poursuivent en justice et traitent d'antisémites tous ceux qui dénoncent les crimes d'Israël. Même enragés, Israël reste leur chien de garde numéro 1. C'est pourquoi, même si l'objectif de la guerre que mène Israël est de détruire Gaza et d'en chasser les Palestiniens, ce conflit ne se réduit pas pour autant à une question purement nationale. Ce n'est pas une guerre de religion. Ce n'est pas le produit de haines ancestrales. Mais ce n'est pas non plus seulement une guerre entre deux peuples pour une même terre. C'est le produit de l'impérialisme. Les dirigeants des pays impérialistes se moquent autant des Juifs que des Palestiniens, des Syriens ou des Kurdes. Ils ne défendent que les intérêts de leurs capitalistes. Ils veulent dominer cette région stratégique au carrefour de 3 continents et piller ses richesses. Depuis l'époque des colonies, ils n'ont pas cessé une seule minute de dresser les peuples les uns contre les autres. Ils ont morcelé et ravagé le Moyen-Orient. Ils l'ont fait en Palestine, mais aussi en Syrie, en Irak, au Yémen et j'en passe. Alors dans le camp palestinien, les organisations nationalistes, que ce soit l'OLP qui se voulait socialisante, ou les islamistes du Hamas, ont choisi la même logique politique que les dirigeants israéliens, la logique de l'affrontement entre les peuples, seulement eux avec moins de moyens. Le 7 octobre 2023, les combattants du Hamas ont franchi la barrière de sécurité réputée infranchissable autour de Gaza. Ils ont attaqué des communautés d'habitation et des bases militaires. Cette attaque ne sortait pas de nulle part. C'était le dernier développement dans la spirale de sang qui se déroule depuis les débuts d'Israël. Et ce massacre de plus de 1200 Israéliens, majoritairement des civils, décidé par le Hamas le 7 octobre, a créé un électrochoc dans la population israélienne. Le gouvernement Netanyahou, qui était contesté dans la rue depuis des mois, a pu ressouder les rangs derrière lui et lancer les bombardements massifs sur Gaza en obtenant un large soutien dans la population. C'est l'un des aspects criminels de la politique du Hamas. 1 an et demi et 55 000 morts plus tard, on pourrait avoir l'impression que rien ne mettra fin à cette guerre de 100 ans entre deux camps soudés derrière leur drapeau et plus que jamais séparés par un fossé de sang. Mais cette vision des choses ne tient pas compte des contradictions et des classes sociales qui existent dans toute société, y compris en Israël. Après 20 mois de guerre, l'union sacrée semble s'essouffler. Beaucoup d'Israéliens souhaitent la fin de la guerre, ne serait-ce que pour obtenir le retour des otages. Certains, comme cette manifestante que j'ai citée au début, sont même conscients que le massacre en cours menace en fait leur propre sécurité. Ils ne peuvent pas ignorer que chaque obus qui tombe fabrique des enragés. Et en effet, comment ne pas avoir la rage quand on est sous les bombes à Gaza, quand on subit les attaques des colons armés et des soldats en Cisjordanie? Comment ne pas voir que la guerre produit déjà la prochaine génération de combattants? La haine que suscite la politique criminelle d'Israël pourrait un jour atteindre une ampleur qui menacerait l'existence même des millions d'Israéliens. Elle alimente déjà la haine des Juifs dans d'autres pays du monde. Bien sûr, l'antisémitisme est un poison et une impasse. Il est stupide d'assimiler l'ensemble des Juifs ou même des Israéliens aux assassins qui gouvernent Israël. Mais c'est justement la politique de ces assassins qui fait monter l'antisémitisme. Parmi ceux qui ont les moyens, des dizaines de milliers d'Israéliens quittent le pays. Ce qu'on ne cesse de nous présenter comme la seule démocratie du Moyen-Orient se transforme de plus en plus en régime autoritaire, dans une société de plus en plus tendue, violente et raciste. C'est particulièrement vrai pour les 2 millions de Palestiniens d'Israël, qui forment 20% de la population. Ils ont toujours été les plus touchés par la pauvreté, les moins bien logés, les moins bien soignés. Depuis le 7 octobre, beaucoup vivent dans la peur, soupçonnés d'être des ennemis de l'intérieur. Les Juifs qui protestent sont accusés de trahison. Un professeur de lycée à Tel Aviv a été licencié et arrêté après avoir posté des messages de compassion pour les victimes de Gaza. Des manifestants anti-guerre ont été arrêtés, menacés et humiliés par la police. Comme le dénonce l'un d'eux, pour les Palestiniens c'est le traitement standard, et maintenant ils l'utilisent contre les manifestants aussi. L'oppression et la guerre banalisent les idées les plus réactionnaires. Le racisme s'exprime ouvertement au plus haut niveau. Les discriminations visent aussi les Juifs originaires d'Orient ou d'Afrique. Car quand on est noir, comme les Juifs éthiopiens, les Falachas, on est traité comme un Arabe. À cela s'ajoute la censure militaire, les attaques du gouvernement contre les juges qui échappent à son contrôle, la corruption, l'évolution autoritaire en Israël, y compris contre les Juifs, fait penser aux États-Unis de Trump ou à la Hongrie de Orban, empire dans un pays en guerre. Cette évolution encourage une minorité fascisante parmi les jeunes des colonies, un véritable Ku Klux Klan juif. Armés de bâtons ou d'armes à feu,
ils s'attaquent aux Palestiniens en Cisjordanie. Lors des fêtes religieuses ou nationales, ils frappent et crachent au visage des passants palestiniens, caillassent les maisons en chantant « Mort aux Arabes ». Alors Karl Marx disait qu'un peuple qui en opprime un autre ne peut pas être libre. Les Israéliens n'ont jamais été vraiment libres depuis que dure l'oppression des Palestiniens, et la guerre d'extermination à Gaza accélère l'évolution fascisante d'Israël. Si le peuple israélien n'est pas libre, il n'est pas non plus un bloc homogène. Comme partout, il y a des classes sociales, il y a une bourgeoisie et un prolétariat. 27% des Israéliens vivent sous le seuil de pauvreté. Il y a d'un côté les capitalistes de l'armement qui se gavent, qui encaissent les 67 milliards de dépenses militaires, et de l'autre la population à qui le gouvernement fait payer la dette par l'augmentation de la TVA et la baisse de salaire de certains fonctionnaires. Même dans les colonies, tous n'y vont pas par fanatisme religieux. Personne ne rêve de vivre sur une ligne de front. Mais pour remplir les immeubles, les militants colons et les promoteurs immobiliers peuvent compter sur les subventions de l'État et les loyers exorbitants dans les grandes villes qui poussent de toute façon bien des familles dehors. Et il y a aussi les ouvriers qui ont construit ces colonies, et ceux qui y travaillent. Plus de 200 usines d'aluminium, de plastique, de batteries y seraient installées. Et avant le 7 octobre, plus de 100 000 ouvriers palestiniens traversaient les checkpoints tous les jours pour aller travailler en Israël, y compris dans les colonies. Ils y croisaient peut-être des travailleurs immigrés venus du Maroc ou d'Ukraine, peut-être juifs, mais avant tout exploités comme eux. Depuis, les frontières ont été bouclées. Alors les patrons israéliens ont fait venir des milliers de travailleurs de Thaïlande ou d'Inde pour les exploiter dans les champs, les usines et les chantiers. C'est un choix politique de ne pas voir les classes sociales, de présenter les deux populations comme des blocs homogènes à l'intérieur, chacun groupé derrière son drapeau. Assimiler les Israéliens à Netanyahou n'a pas plus de sens que d'assimiler les travailleurs d'ici à Macron. Mais c'est ce que font les dirigeants palestiniens de l'OLP ou du Hamas, et les dirigeants des pays arabes comme la Jordanie ou l'Arabie Saoudite. Et c'est aussi ce que font bien des organisations, en Europe ou ailleurs, qui soutiennent la cause palestinienne. Certains même qui se prétendent communistes font comme si à l'intérieur d'Israël la lutte de classe n'existait pas. Comme si la lutte de classe s'arrêtait dans un pays en guerre, même agresseur, même oppresseur. Être communiste, ce n'est pas rejeter en bloc les travailleurs avec leurs dirigeants. Ce n'est pas s'aligner derrière les nationalistes quels qu'ils soient. C'est proposer une politique aux exploités, y compris à ceux d'Israël. Le prolétariat d'Israël est composé de travailleurs juifs, arabes et immigrés d'Afrique ou d'Asie. Les divisions sont réelles et profondes, en particulier entre travailleurs juifs et arabes. Mais là-bas comme ici, le capitalisme continue de brasser et de rassembler les prolétaires. C'est particulièrement vrai dans les villes mixtes et dans le secteur de la santé où se côtoient arabes et juifs. Mais plus largement, de nombreux liens existent entre les travailleurs de tout le Moyen-Orient. Les Palestiniens occupent une place particulière, car ils sont des millions vivant non seulement en Israël et en Palestine, mais aussi réfugiés en Jordanie, au Liban, en Syrie. Ils pourraient former un trait d'union entre les exploités des différents pays, d'autant plus qu'ils ont souvent joué un rôle moteur dans les révoltes. Dans les années 1970, des milliers de Palestiniens des camps de réfugiés ont pris les armes et se sont révoltés. Leur lutte était contagieuse. C'était la fierté et l'espoir des opprimés arabes et la peur des dirigeants. À la fin des années 1980, la révolte des jeunes Palestiniens lors de l'intifada a entraîné des mobilisations jusqu'en Israël. Ces révoltes ont été canalisées par les organisations nationalistes bourgeoises palestiniennes dont le seul objectif était d'avoir leur État, en étant reconnus par les dirigeants arabes et ceux des grandes puissances. C'est ce qu'elles ont fini par obtenir partiellement avec la création de l'autorité palestinienne, sans qu'aucun des problèmes des Palestiniens ne soit réglé. Elles avaient ainsi désamorcé cette bombe, qui avait le potentiel de contester l'impérialisme jusque dans ses fondements. Mais il aurait fallu que ça soit la politique d'un parti communiste, révolutionnaire, qui s'adresse aux travailleurs israéliens, aux travailleurs palestiniens et à ceux des autres pays arabes. Aujourd'hui, des manifestations pour le retour des otages et l'arrêt de la guerre réunissent chaque semaine des milliers de manifestants dans les grandes villes israéliennes. Le blocage de l'aide humanitaire et la dernière rupture du cessez-le-feu par Israël en mars ont choqué, y compris parmi ceux qui soutenaient la guerre jusque-là. Pour la première fois, on a vu des rassemblements de quelques centaines d'Israéliens qui ont dénoncé le meurtre des civils de Gaza. L'armée traverse sa plus grande crise depuis des décennies.
des milliers de réservistes refusent de répondre à l'appel. Certains sont des soldats modèles qui croyaient défendre leur foyer, mais reviennent traumatisés par les meurtres d'enfants et les autres horreurs qu'on leur a ordonné de faire. Cette contestation a bien des limites. Ce n'est pas le sort fait aux Palestiniens qui l'a déclenché, mais le mépris du gouvernement pour la vie des otages israéliens. La classe ouvrière n'y intervient pas en tant que telle, même s'il y a eu des grèves de fonctionnaires contre la baisse de leur salaire. Le mépris du gouvernement israélien pour sa propre population, le poids de l'extrême droite dans le pays, ne peuvent que se renforcer. Et surtout, comme pour toutes les guerres, c'est à la classe ouvrière que le gouvernement fera de plus en plus payer la note. C'est peut-être tout cela, malgré l'indifférence au sort des Palestiniens, qui pourrait être la fissure dans la cuirasse de l'armée israélienne. C'est un espoir pour tous ceux qui ne veulent pas se résigner. Quel que soit le point de départ, la réalité de la guerre pourrait pousser de plus en plus d'Israéliens, y compris dans la classe ouvrière, à s'affronter au gouvernement, voire à l'ensemble de l'État. C'est dans ce genre de moment qu'ils pourraient perdre leurs illusions et prendre conscience qu'ils ont des intérêts communs avec les exploités de l'autre côté du mur. Et si la classe ouvrière se mettait en mouvement, elle pourrait, par son rôle, par son nombre, par sa diversité, transformer cette contestation en un mouvement plus profond, qui aurait les moyens d'ébranler le régime israélien et ainsi, en affaiblissant le pilier de l'impérialisme dans la région, ouvrir une brèche pour tous les exploités, à condition qu'il y ait des militants pour proposer une politique dans ce sens. En fait, au-delà des Israéliens, l'impérialisme condamne tous les peuples de la région, et d'autres régions du monde d'ailleurs. Il les poussera à chercher une issue sous une forme ou sous une autre. Tôt ou tard, la colère accumulée des Palestiniens éclatera à nouveau. Les jeunes de 20 ans, les enfants qui naissent et grandissent à Gaza et en Cisjordanie chercheront une solution. Quelle issue trouveront-ils? S'engager derrière le Hamas ou un nouvel avatar de celui-ci pour un nouveau 7 octobre? Et pour quel résultat? 1000 morts de plus d'un côté, 60 000 morts de plus de l'autre, Gaza ravagé? Alors quoi? Espérer un cessez-le-feu? Ça serait bien sûr un soulagement, mais ça ne serait qu'une pause entre deux guerres. Il n'y a pas de paix durable possible sans droits égaux pour tous. Et en même temps, la guerre s'étend déjà à toute la région, bien au-delà des frontières de l'Israël et de la Palestine. Alors quel avenir pour les exploités de la région? Tant que leur sort sera entre les mains de dirigeants bourgeois qui sont tous leurs ennemis et les agents de l'impérialisme, eh ben le Moyen-Orient sera condamné aux guerres, au sous-développement et aux dictatures. Nous refusons de nous résigner, et nous ne sommes certainement pas les seuls. Nous sommes communistes, ça veut dire que nous défendons une politique commune pour tous les exploités. Pour les Israéliens qui refusent l'armée, comme pour les Palestiniens qui résistent sous les bombes, contre tous les fauteurs de guerre et les exploiteurs de tous les pays. Les prolétaires vivent une réalité commune au-delà des frontières. Ils ont les mêmes intérêts et les mêmes ennemis. Pour éviter l'extermination mutuelle, ils n'auront de toute façon pas d'autre choix que de chercher les moyens de vivre ensemble. Quoi qu'en disent les nationalistes, qu'ils soient israéliens, palestiniens ou autres, il y a de la place pour tous. Les ressources ne manquent pas. Les fleuves, les réserves d'hydrocarbures, les pipelines, ces richesses pourraient permettre de satisfaire aux besoins des populations. Mais elles exigent d'être gérées au minimum à l'échelle de la région, et non pas éclatées entre d'étroites frontières nationales. C'est à cette échelle seulement qu'un réel développement économique serait possible. Les bourgeoisies locales sont incapables d'unifier la région, car chacune défend son appareil d'État. Chacune tire ses privilèges, des miettes qui tombent de la table des grandes puissances, et toutes sont les gardiennes de l'ordre mondial. Elles sont incapables de s'opposer au pillage et aux manœuvres de l'impérialisme. La classe ouvrière, elle, a des intérêts communs à l'échelle de la région. Elle a les mêmes ennemis, la bourgeoisie des pays impérialistes et ses valets sur place. Elle représente une force immense et a des alliés partout, jusque dans les citadelles du capitalisme, les ouvriers et les pauvres du monde entier. La classe ouvrière serait capable de réaliser une telle union, une fédération socialiste du Moyen-Orient, sur la base d'une coopération fraternelle entre les peuples. Elle pourrait faire tomber les vieilles frontières tracées à l'époque de la colonisation et permettre à tous de circuler et de s'installer où ils veulent. Alors ça paraît utopique, ça paraît fou, de parler d'une fédération socialiste en pleine guerre d'extermination. Mais depuis 100 ans, combien de milliers de morts, combien de révoltes, combien de sacrifices? Les Palestiniens, par exemple, n'ont pas cessé de se battre. Mais derrière qui? Derrière des nationalistes bourgeois, du Fatah, puis du Hamas, qui considèrent leur propre peuple comme un marchepied pour le pouvoir. Et les Juifs, rescapés des camps de la mort et leurs descendants, piégés eux aussi par les dirigeants sionistes et impérialistes qui en ont fait des gardiens de camp et des bourreaux à leur tour.
De toute façon, les révoltes éclatent sans prévenir. Elles ne sont pas déclenchées par les révolutionnaires, mais du fait des contradictions de l'ordre social, de son incapacité à répondre aux aspirations des opprimés. Or, le Moyen-Orient est rempli de ces contradictions. Les révoltes n'attendent pas les révolutionnaires, mais le rôle des révolutionnaires est de proposer une politique. Si la solution est défendue, les travailleurs sauront s'en saisir. Et nous vivons dans un pays impérialiste. Nous ne sommes pas sous les bombes. Si nous ne sommes pas capables de proposer autre chose que de la solidarité, autre chose que de se ranger derrière les nationalistes palestiniens, si nous ne défendons pas une politique pour renverser l'impérialisme, qui va le faire? L'horreur du massacre, le fossé de sang, l'absence de réaction des exploités rendent difficile de défendre une perspective internationaliste. Mais c'est justement là que c'est le plus vital de le faire, pour que l'avenir des Israéliens, des Palestiniens, des Libanais, des Syriens ne soit pas la guerre éternelle. En pleine Première Guerre mondiale, Trotsky a lancé le mot d'ordre des États-Unis socialistes d'Europe. Quel était le futur pour les Juifs ukrainiens, pour les Biélorusses, pour les Allemands à ce moment-là? Quelle était la profondeur des divisions, des préjugés et des haines accumulées entre les exploités de Russie et d'Europe? Et pourtant, en 1917, la révolution russe a éclaté. Personne ne l'avait vu venir. Elle a mis fin à la guerre mondiale, donné les droits aux Juifs et fait trembler la bourgeoisie jusqu'en Amérique. L'avenir pour les exploités du Moyen-Orient est à une fédération socialiste. L'affirmer haut et fort, ne pas dévier, c'est ce que nous avons de plus utile à faire, pour nous-mêmes ici, comme pour eux là-bas. Alors on va passer à la discussion. Je voudrais rappeler que si des camarades interviennent pour une organisation, merci de se signaler, de n'intervenir qu'une seule fois pour chaque organisation. Mais la parole elle est ouverte à tout le monde. Tiens, ton micro. Oui, bonsoir, merci pour cette présentation qui balaye bien la situation actuelle. À travers ce que vous avez dit, ça me pousse à vous poser deux questions, à savoir, vous dites que de nombreux liens existent entre tous ces peuples du Moyen-Orient et que l'impérialisme condamne tous les peuples de ces régions. Mais moi, ce qui m'interpelle, c'est, je voudrais savoir pourquoi il y a ce silence des peuples des pays arabes. On n'entend rien de tous ces pays arabes qui voient ce génocide à proximité d'eux par rapport à cette région. Ils réagissent pas, ils se révoltent pas comme on aurait légitimement envie de l'entendre. C'est bien ce que vous dites que l'internationalisme mondial de venir effectivement au secours des Palestiniens, puis être solidaire avec eux. Mais si les peuples avoisinants ne se soulèvent pas, tout ce que vous avez dit là, ce sera plus qu'une utopie. Moi, c'est mon point de vue. Merci. Alors, est-ce qu'il y a d'autres... Oui, bonjour. Pardon. Ah oui, ne t'inquiète pas, je ne pars pas avec. Bonjour. Pardon. Oui, merci beaucoup pour le Elsa de Révolution Permanente, merci beaucoup pour le topo. Pour réagir peut-être sur deux questions et effectivement réfléchir aux tâches telles qu'elles sont posées par la situation qui est ouverte en Palestine, mais même de manière plus structurelle sur les questions d'indépendance nationale. Une première remarque et ensuite qui conduit à une seconde. La première, c'est que je pense que le désaccord que j'ai, ou en tout cas la nuance dans la manière dont c'est formulé, c'est que je pense que quand tu parles de nationalisme israélien et de nationalisme palestinien, à mon avis, il y a une difficulté à les mettre dos à dos et à les renvoyer à la même catégorie abstraite de nationalisme, parce qu'il y en a un qui a un contenu de libération nationale et il y en a un qui a un contenu colonial. Et donc, de fait, ça pose les tâches différemment, parce que la condition pour l'un d'entre eux, c'est de revendiquer l'indépendance, la fin de la colonisation, et ça, c'est indispensable comme tâche. Et effectivement, c'est la tâche de l'ensemble des peuples du monde arabe, des pays impérialistes, qui ont aussi pour tâche, effectivement, de tendre la main aux travailleurs et à la jeunesse israélienne, mais à une condition, que ces travailleurs-là et cette jeunesse, elles rompent avec le sionisme. Parce que le problème, c'est que bien sûr qu'il y a des travailleurs en Israël, et bien sûr que économiquement, ils sont positionnés en situation d'exploitation, mais la situation économique ne résout pas tous les problèmes
politique, parce que la réalité, c'est que précisément, l'immense majorité des travailleurs israéliens aujourd'hui sont favorables à la colonisation. Il y a un sondage qui est sorti récemment dans le journal Haaretz qui dit que 47% des juifs israéliens sont favorables à l'extermination des Palestiniens et 82% à leur expulsion totale. Donc à partir de là, la question qu'on doit se poser, c'est comment est-ce que, certes, ils ont une position économique, mais s'il n'y a pas de lutte politique fondamentale contre le colonialisme qui se situe radicalement du côté en fait des revendications de libération nationale, je suis en train de terminer, ne t'inquiète pas, du contenu, du côté des revendications de libération nationale, et certains le font, je veux dire, il y a des refusniks qui refusent de servir dans l'armée, mais c'est extrêmement minoritaire, et ce que je veux dire, c'est que la position économique ne résout pas tout, et à partir de là, deux choses. La première, c'est qu'une des revendications, c'est l'autodétermination de la Palestine, et que la méthode pour y arriver, oui, c'est la révolte des travailleurs des peuples arabes en indépendance de leur propre bourgeoisie, mais c'est aussi la rupture des travailleurs israéliens avec un projet colonial. Et ça, c'est une lutte politique dont on ne peut pas faire l'économie. Ouais. Tu peux t'avancer un petit peu. So your question was for Israelis. So I'm Israeli. Hello. Yes, we are a minority, but if you want to believe that Israelis have the capability to understand like what we are doing, if we want to have the hope and the militant people to change the mind of the Israeli people, then what we are doing, you are saying yes, they are minority, they want to exterminate the people in Gaza, or they want just an Israeli state, but it wasn't like this. It's because of the government of the bourgeoisie people who changed the mind of the Israelis throughout the years. Tu posais la question des Israéliens. Ben, moi, je suis israélienne. Et du coup, ce que je voulais dire, c'est que tu dis qu'on est une minorité, mais du coup, tu condamnes un peu tous les autres Israéliens. Tu condamnes les Israéliens à ne pas penser par eux-mêmes différemment. Et même si on est une minorité, c'est notre combat qui compte, et c'est ça qui changera les choses. Bon, pour répondre à la première question sur le silence des populations dans les pays arabes, bon, je suppose que pour parler des populations, pourquoi ils se révoltent pas? Bon, ben déjà, c'est des dictatures, la plupart des pays arabes de la région quand même. Les révoltes, là, c'est la dictature du maréchal Al-Sisi. Et il y en a eu des révoltes dans les pays arabes. Il y a eu les Égyptiens de ce qui se passe en ce moment. Certainement, même récemment en Irak, on pense des choses. Il y a eu en Jordanie, par exemple, les manifestations. Elles sont réprimées. Donc, en Égypte, les manifestations, elles sont réprimées, pas tous les 4 matins. Il y en a eu des révoltes dans les pays arabes. Les révoltes dans les dictatures, elles éclatent pas tous les 4 matins. Et il y en a eu des révoltes dans les pays arabes. Il y a eu les révoltes de 2011. Il y a même récemment en Irak, en 2019, il y a eu des révoltes. Même dans un pays ravagé par la guerre, où on aurait pu penser qu'il se passait rien en Irak depuis 2003, que la population, elle avait été condamnée à la fermer, à s'écraser. En 2019, ils se sont révoltés. Donc, que pensent les travailleurs au Caire ou à Amman? On peut imaginer, on espère qu'il y en a qui réfléchissent, on en est convaincus. Mais moi, ce que je voudrais dire, c'est que nous-mêmes, ici, les travailleurs des pays impérialistes, on a une responsabilité, et c'est quand même c'est grave, on se bouge pas beaucoup, nous-mêmes ici, contre notre impérialiste, qui a comme notre propre impérialisme, qui a du sang sur les mains. C'est quand même, le prix du pétrole, il est fixé à New York et à Paris, bien plus qu'à Tel Aviv. Les armes, elles sont livrées depuis les États-Unis. Le financement, il vient des pays impérialistes. Et donc nous, on a une responsabilité. Donc après, on peut même parler de la complicité de la population israélienne. Mais enfin, nous-mêmes ici, voilà, on a un rôle à jouer, on a une responsabilité. Et c'est vrai que la situation, elle est grave, que notre classe sociale, partout dans le monde, elle est quand même résignée. C'est pas la remontée des luttes. Et ce qui est assez grave aussi, à un niveau politique, c'est que si demain il y a des révoltes qui éclatent dans les pays arabes, qui est-ce qui va en prendre la tête? Si demain il y a la population arabe, parce que les dirigeants arabes, il y en a certains qui sont sous la pression de la rue,
Mohamed Ben Salman, le prince d'Arabie Saoudite, il a déclaré récemment aux Américains, si je signe la reconnaissance avec Israël, qu'il était à 2 doigts de signer avant le 7 octobre, il était à 2 doigts de signer, là maintenant, il dit, mais si je signe ça, demain je me prends une balle. Donc ils sont sous la pression de la rue. Mais si c'est pour que demain ils soient renversés par des frères musulmans, des islamistes, etc. Bon, ça arrangera pas forcément les choses, enfin, voire même, ça arrangera pas du tout les choses. Et c'est ça qui est grave. C'est qu'aujourd'hui, eh ben, ceux qui apparaissent comme résistants à l'impérialisme, comme combattants, c'est que la direction politique, aujourd'hui, bah, ce soit le Hamas ou d'autres variantes d'islamisme dans la région, quoi. Bon, par rapport à la camarade de révolution permanente, ouais. Bon, on pose pas le problème de la même manière, de toute évidence. Vous partez d'un sentiment d'oppression nationale, d'une révolte qu'on partage tous ici contre le fait qu'il y a un peuple qui se fait exterminer. Mais comment on en arrive à ce que le peuple de Gaza il se fasse exterminer? Qu'est-ce qu'ils ont en face d'eux? Eh ben, en face d'eux, c'est pas vrai que c'est que Israël. C'est pas vrai que c'est une question uniquement nationale. C'est le produit de l'impérialisme, tout ça. Encore une fois, les armes, le prix du pétrole, c'est pas fixé là-bas. Et vous restreignez cette colère des exploités qui a quand même fait des prodiges dans l'histoire. C'est ça qui fait l'histoire. La colère des exploités, bah vous la limitez dans des objectifs étroits, nationaux, et vous leur imposez des limites. Vous les affaiblissez en faisant ça. Nous, on pense que il y a bien des travailleurs et des pauvres au Moyen-Orient et même à Gaza en ce moment qui réfléchissent et qui sont conscients quelque part que le problème, bah, ça vient aussi des États-Unis, ça vient aussi de la domination des pays riches et qui sont capables de se poser le problème à ce niveau-là. Bah, nous, le moins qu'on puisse faire, on n'est pas sous la pression des bombes, on n'est pas sous la pression du Hamas, et bah, c'est quand même de réfléchir et de réfléchir au problème au niveau où il se pose réellement. Et nous, on fait confiance aux opprimés pour être capables de se poser le problème à ce niveau-là. Et du coup, ce qui est grave aussi, c'est que vous en venez à complètement balayer la lutte de classe, avec des petites phrases du genre « la position économique ne résout pas tout ». Ah bon, bah désolé, mais quand on est marxiste, quand on est un travailleur, ou quand on est un ouvrier, ou quand on est un bourgeois, c'est pas pareil. Parce que les nationalistes du Hamas aujourd'hui, ils se présentent comme les ennemis irréconciliables d'Israël. Et comme, du coup, le camp à soutenir, si on veut pas soutenir Israël. Voilà, c'est soit le Hamas, soit Israël. Et choisis ton camp. Et ils se présentent comme des ennemis irréconciliables. Mais enfin, dans les années 80, Israël, ils ont favorisé le Hamas. En ce moment même, le Hamas, il discute au Qatar avec les Américains, etc. Donc, en fait, ces gens-là, ils sont du même camp social. Yasser Arafat, à une époque, il était traité comme un terroriste, il était clandestin, et puis après, il est allé serrer la pogne à tous ces dirigeants-là à Washington. C'est des bourgeois, les mêmes nationalistes qui sont capables de dire que quand un ouvrier palestinien, il discute avec un ouvrier israélien, c'est un collabo, et ben les mêmes, en fait, ils sont du même camp. Et demain, ils se rabibocheront à nouveau, peut-être, sur le dos des exploités. Et ça vous amène aussi à ne pas proposer de politique aux exploités d'Israël, parce que ce que vous leur faites, c'est des ultimatums, à condition qu'ils rompent avec le sionisme. Ça, c'est pas proposer une politique, c'est faire des ultimatums. Et en attendant, il y en a qui leur proposent une politique aux Israéliens. Là, la gauche israélienne, la même gauche israélienne qui a une responsabilité écrasante sur le fait que ce soit les suprémacistes juifs et l'extrême droite au pouvoir aujourd'hui, la même gauche israélienne qui a une responsabilité dans la guerre en cours, ils sont en train de se refaire une jeunesse. Là, il y a Ehud Olmert qui ressort en disant, bah oui, nous on est avec les manifestants pacifistes, on est contre Netanyahou. Donc s'il n'y a pas un parti communiste révolutionnaire qui cherche à leur proposer une politique, si même nous qui sommes dans un pays impérialiste, on renonce à leur proposer une politique, bah vous inquiétez pas, il y en a qui vont leur proposer une politique, hein, mais ce sera des bourgeois. Non, à part que je suis d'accord avec l'intervention de la copine israélienne, quoi, que c'est... Bon. Je suis d'accord. C'est ce que je voulais dire avec les ultimatums. Ok. Bonjour, moi ce serait pour réagir à votre réponse à la première question. Vous avez souligné l'importance des dictatures dans le fait que les pays arabes ne réagissaient pas quant à la situation du peuple palestinien. Maintenant, d'un point de vue plutôt historique, est-ce qu'on pourrait... Je ne pense pas personnellement que cet argument suffise à expliquer la situation, dès lors que par exemple dans les années 50, 60, 70,
lorsque Nasser était au pouvoir, c'était déjà un pouvoir qui était assez autoritaire tout de même, et c'était il était en tête de proue de la lutte pour la question palestinienne. Donc est-ce qu'il n'y aurait pas plutôt d'autres arguments qui pourraient expliquer et aller plus loin dans la réflexion de pourquoi est-ce que ces pays arabes ne seraient pas tant impliqués dans la question palestinienne actuelle? Merci. Alors, approche-toi si tu veux pouvoir parler. Le film n'est pas assez grand. C'est pas d'autre choix. Je crois que j'ai dit aux camarades de Révolution Permanente, il faut savoir lire la presse et voir ce qui se passe, en particulier en Israël. La lutte de classe, elle existe. Il y a eu des mouvements sociaux, il y a des mouvements sociaux, je crois, dans la fonction publique là-bas. Il y a actuellement un certain nombre de soldats qui refusent de participer à cette répression à Gaza. Il y a des choses qui se passent là-bas, il y a des gens au sein de la société israélienne qui se posent des questions, voire même qui sont très à gauche. J'ai écouté l'autre jour à la télévision Barnaby. Barnaby, c'est pas un révolutionnaire, il se positionne plutôt comme un pacifiste. Mais pour ce qu'il disait, c'est un élément positif qui permet d'espérer que, y compris au sein même de la population israélienne, il y a des voix qui vont se faire entendre. Il y a des communistes là-bas, en Israël. Ils existent. Hein, ils existent. Même, il y a même un député, je crois. Bon. Ça c'est des possibilités qu'on ne doit pas négliger. On ne doit pas, comment dire, avoir une position sectaire. La politique, c'est ça. C'est s'appuyer sur toutes les possibilités, voire avoir, disons, c'est ça, enfin, voir dans toutes les directions possibles, c'est ça faire de la politique. C'est pas lancer des grandes proclamations et réagir d'une façon purement émotionnelle. Voilà ce que je voulais dire. Alors, est-ce qu'il y a une autre intervention? C'est juste là aussi pour rappeler, pardon, un peu le passé. Est-ce que tous les Français, est-ce que dire tous les Français étaient responsables de la guerre d'Algérie, ça rimait à quelque chose pour ceux qui voulaient se battre à l'époque? Et est-ce que la politique juste de solidarité qu'on devait avoir et que le camarade a affirmé au début avec les habitants de Gaza et les Palestiniens de Cisjordanie, ça a suffi parce qu'aujourd'hui les Algériens vivent autrement qu'en dictature. Alors c'est très facile de condamner. Tu réponds? Alors, pour la question sur les dictatures et les pays arabes. Bon, nous déjà on distingue quand même là-dedans toujours les dirigeants et la population. D'accord? Parce que les dirigeants des pays arabes, bon, de toute façon, ils défendent tous l'impérialisme à un niveau ou à un autre. L'Égypte après Israël, c'est le pays qui reçoit le plus d'aide financière américaine. Donc ces dirigeants-là, voilà, c'est les ennemis de leur propre peuple. Et il n'y a rien à en attendre, et c'est pas des amis des Palestiniens. Et à chaque fois, il y a eu des moments dans l'histoire où les dirigeants des pays arabes, ils ont même fait la guerre contre Israël, en fait. Dans les années 60, en 67, 73, les mêmes dirigeants qui aujourd'hui ne font rien, à l'époque, ils ont envoyé leurs tanks, leur armée contre l'État israélien. Mais dans cette même époque-là, dans les années 60-70, les mêmes dirigeants qui faisaient la guerre à Israël, ils ont aussi bombardé les camps de réfugiés palestiniens en Jordanie, ça c'était l'armée jordanienne, au Liban, ça c'était l'armée syrienne. Donc voilà, en fait, c'est jamais des amis des exploités, et nous on n'en attend rien. Maintenant sur les dictatures, bon, moi je disais ça pour dire que nous-mêmes il faut qu'on soit prudent avant de dire les peuples des pays arabes ne se révoltent pas, et quelle conclusion on en tire qu'ils se révoltent pas, ils sont sous dictature.
nous-mêmes, on n'est pas vraiment sous dictature aujourd'hui et on se révolte pas beaucoup. Donc voilà, soyons prudents là-dessus. Je voulais insister là-dessus, mais là où je te rejoins, c'est que les dictatures, elles n'empêchent pas les révoltes. Et en fait, même, quelque part, la situation, elle paraît désespérée aujourd'hui. C'est une impasse. Là, la guerre en cours, elle dure depuis 600 jours. C'est la plus longue. À la fois, c'est une guerre de 80 ans. À la fois, les bombardements là qui sont quotidiens sur Gaza depuis 600 jours, c'est inédit. C'est la guerre la plus longue. Dans les années en 67, c'était la guerre de 6 jours. Là, c'est la guerre de 600 jours et ça va continuer, ça va s'aggraver. Mais c'est justement ça qui provoque les révoltes à la fin. C'est que l'impérialisme, il pousse les peuples à bout et les êtres humains, ils endurent, ils encaissent et puis un jour ça explose. Et toute l'ingéniosité, toute l'énergie qu'ils mettent aujourd'hui à se débrouiller à Gaza, et ils font des trucs extraordinaires. Ils mettent des bonbonnes de gaz sur des tuk-tuk pour les faire avancer, ils rafistolent tout. Il y a des travailleurs qui font que la vie, elle continue à Gaza aujourd'hui même. Et cette énergie-là, ils la mettront pas seulement pour survivre jusqu'au lendemain, ni pour aller se faire trouer la peau pour des dirigeants qui sont leurs ennemis, mais ils la mettront pour eux-mêmes. Et tous les sacrifices qu'ils font tous les jours, quand ils les feront pour eux-mêmes, c'est là qu'il y a des révolutions en fait, c'est là-dessus qu'on compte. Et la situation, elle ne va pas s'améliorer, et c'est ça qui amènera à des révoltes, et ça peut nous faire réfléchir à nous-mêmes ici, vu l'évolution qu'on voit vers la guerre, etc. Bon, après par rapport aux camarades qui parlaient des mouvements sociaux en Israël, c'est vrai qu'il y a des mouvements sociaux, il y a une lutte de classe en Israël. D'ailleurs, je ne sais pas si, peut-être que vous vous en souvenez pour certains, mais en 2021, il y avait eu des révoltes en fait. Il y avait eu des révoltes des Palestiniens d'Israël et en même temps des Palestiniens de Cisjordanie. Ça aussi, c'était quelque chose de nouveau et qui voilà, il y a des liens parce qu'il y a 2 millions de Palestiniens d'un côté de la barrière de séparation et il y a des millions de Palestiniens de l'autre côté de la barrière de séparation. Et en 2021, il y avait eu ces révoltes-là, donc dans des villes israéliennes où il y avait des dizaines de milliers de Juifs qui habitaient. Et il y a des militants de l'extrême droite juive qui ont attaqué des quartiers arabes israéliens. Et ça a provoqué des réactions parmi une fraction, mais quand même parmi la population juive israélienne. Ça a provoqué des réactions. C'est-à-dire que c'est contradictoire. Les mêmes qui n'auraient pas réagi, qui depuis des années n'auraient pas réagi quand ça se passait en Cisjordanie, là quand ça se passe à Lod, à Haïfa, ils réagissent. On peut en penser ce qu'on veut moralement, on peut se dire ils sont bêtes, ils auraient dû réagir plus tôt, moi c'est ce que j'aurais fait. Mais à la fin, c'est ça qui s'est passé, et il y a eu un mouvement qui s'est déclenché. Bon, seulement qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Le Hamas, ils ont transformé ça en affrontement militaire, parce que ils ont une peur bleue des mouvements sociaux qui leur échappent, et ils ont fait serrer les rangs des Palestiniens derrière eux en transformant ça en affrontement militaire, en balançant des roquettes. Ça a bien arrangé Netanyahou, qui a pu bombarder Gaza, et c'est comme ça qu'ils ont étouffé l'affaire. Mais ils n'y arriveront pas toujours, ça ne durera pas éternellement, et des explosions de colère, il y en aura, et des liens entre les populations, il y en a, et ces liens-là, on les voit pas beaucoup au quotidien. Les travailleurs qui bossent dans les quartiers, dans les usines, eux, ils les voient, et ça se passe pas forcément toujours bien, on s'entend pas toujours bien avec ses collègues de travail, mais ces liens-là, quand il y a des révoltes, ils ressortent énormément. Dans les années 70, ils sont ressortis parce que quand les réfugiés, dans les camps de réfugiés palestiniens, ils prenaient les armes et ils se révoltaient, les travailleurs pauvres des bidonvilles, des quartiers pauvres de Beyrouth ou d'Amman, ils avaient envie de se révolter aussi, ça leur parlait parce qu'il y avait des liens entre eux. Et ça commençait, voilà, et c'est bon. Les révoltes, elles sont contagieuses. J'essaye de pas être trop long. Par contre, sur la gauche, le fait qu'il y ait des gens qui soient à gauche en Israël, nous, on considère ça comme un point d'appui, comme un espoir, dans le sens où c'est des gens qui ont un idéal et qui ont peut-être des idées qui leur parlent et à qui l'extrême droite juive, ça fait peur et ça les fait vomir, etc. Mais par contre, la gauche israélienne, y compris le Parti communiste, ils ont quand même un gros problème que, c'est comme la gauche ici. En fait, ils défendent leur État et nous, on n'exige pas comme ultimatum que la population israélienne, elle est rompue avec son État avant de lui proposer quoi que ce soit. Mais par contre, il faut des militants, eux, qui aient rompu avec leur État dans leur tête, qui soient pas sur la défense nationale, l'union sacrée, etc., pour avoir une politique à leur proposer. Et ça, c'est pas le cas de la gauche israélienne, c'est pas le cas, y compris du Parti communiste israélien, qui en 1973 a défendu la défense nationale d'Israël. Et bon, de la même manière que c'est pas le cas de la gauche ici. Alors, on peut peut-être reprendre une ou deux questions avant que le camarade conclue.
Alors qui... Ouais. Bonjour, je m'appelle Michael. J'ai une question simplement, c'est la bande de Gaza qui prend toujours quasi... je me demande pourquoi il y a certains pays qui sont au moins aussi riches qui ne prendraient pas autant sur la figure, pour pas être impoli, alors qu'on pourrait en tirer au moins autant de richesses. Donc, est-ce que c'est une histoire de facilité? C'est une histoire justement de haine à l'origine, ou c'est une histoire simplement politique de partage de richesses? Ok. Tu as entendu? Alors, est-ce qu'il y a une autre? Est-ce que tu peux répéter la question? La question, en gros, c'est pourquoi c'est toujours Gaza qui prend sur la gueule et pas d'autres pays, en particulier pays riches? Est-ce que c'est une histoire de... En gros, c'est ça, voilà. Voilà. En gros, pourquoi Gaza alors qu'il y a d'autres pays qui se mettent prendre longtemps et pour en tirer le moins. Bon. Le pays plus riche qui pourrait prendre plus. Bon, enfin, je pense que le camarade va répondre. Pour résumer la situation. Est-ce qu'il y a une autre question? Intervention? Bon, ben je te laisse répondre, conclure. Bon, il n'y a pas que Gaza. Dans la région, le Soudan, je crois que c'est 500 000 morts. Le Yémen, je crois que c'est 200 000 morts. Je me trompe peut-être sur les chiffres, mais c'est cet ordre de grandeur-là. La Syrie, c'était 500 000 morts. Le pays est ravagé. L'Irak, etc. Le Congo, c'est des millions de morts depuis des dizaines d'années que ça dure et on en parle encore moins que Gaza. Donc en fait, l'impérialisme, il écrase tous les peuples. Alors pas tous en même temps, pas tous au même rythme, etc. Et puis c'est vrai, ce qui est vrai, c'est que depuis 80 ans, dans les pays riches, il n'y a pas de guerre. C'est vrai. Et combien de temps ça va encore durer comme ça, nous, on peut pas le savoir. Ce qu'on voit, c'est que tous les pays sont quand même en train de se réarmer. Ils sont en train de préparer les esprits. Les généraux sont en train de réfléchir à comment se préparer à une guerre de haute intensité entre les États-Unis et la Chine. Et donc, la direction qui est prise, c'est celle-là. Et il y a quand même déjà eu 2 guerres mondiales au siècle dernier. Et les 2 guerres mondiales, là où elles ont frappé le plus fort, c'était dans les pays riches. Dans les pays riches qui, pendant des décennies, avaient échappé aux horreurs de la colonisation, ils ont eu les camps de la mort. Donc voilà, pour réfléchir aussi à ce qui nous attend aujourd'hui. Nous, on est un peu comme les Israéliens qui pensaient qu'ils étaient tranquilles dans un festival techno à 500 mètres de Gaza. On n'est pas à 500 mètres de Gaza, on est à des dizaines de milliers de kilomètres, on est de l'autre côté de la Méditerranée. Mais enfin, le monde, il est tout petit et quelque part, c'est pareil. Il n'y a pas de bulle, il n'y a pas d'îlot de prospérité. Et sur la guerre d'Algérie, où la camarade faisait référence tout à l'heure, pendant la guerre d'Algérie, il y a eu un épisode qui m'a marqué, c'est qu'il y a eu des manifestations importantes en France, parmi la population française, pas tellement en solidarité avec le peuple algérien ou pour l'arrêt des massacres contre le peuple algérien, mais parce qu'il y a eu des tentatives de coup d'État de l'extrême droite et des généraux qui voulaient prendre le pouvoir. Et donc il y a des Français, ils seraient pas sortis pour les Algériens, mais pour défendre la République, ils allaient manifester. Pour défendre la démocratie, ils allaient manifester. Bon, le problème c'est que le Parti communiste et les partis de gauche, bien sûr, eux, ils avaient aucune politique à leur proposer à ces travailleurs français-là, ou plutôt si, la politique qu'ils leur ont proposée, c'est de défendre l'État français, c'est oui, t'as raison, on va défendre la République, et du coup la République c'est l'armée, et du coup on vote les pleins pouvoirs à Guy Mollet. Et il y a même eu des jeunes Français en 1956, ils faisaient tomber des pylônes sur les voies de train et ils se révoltaient parce qu'ils voulaient pas partir en Algérie, ils voulaient pas y aller. Il y en a, c'était des paysans du fin fond de la Haute-Savoie, ils avaient peut-être même jamais entendu parler de la Kabylie, mais ce qu'ils savaient c'est qu'ils voulaient pas y aller, ils voulaient pas aller crever, et puis ils savaient un peu que c'était pour les riches quand même, et ils voulaient pas aller crever.
bon bah les gars, le Parti communiste et la gauche française n'a eu aucune politique à leur proposer. Et ben il aurait fallu une organisation qui ait une politique à proposer à ces jeunes-là, qui s'adresse à eux, qui les considère pas d'avance comme des colons militants d'extrême droite, mais qui leur propose une politique, mais sur une base révolutionnaire, sur une base de classe. Et on peut y réfléchir, tout n'est pas pareil, mais on peut y réfléchir par rapport à Israël aujourd'hui. Alors, bon, s'il n'y a pas de regret, on va en rester là. Voilà. Le prochain forum dans 5 minutes.